Bienvenue dans le débat de France 24. Ce n'était donc pas un accident de l'histoire. En 2016, les électeurs américains qui ont voté pour Donald Trump ne l'ont pas fait par erreur. En tout cas, beaucoup ont confirmé leur choix la nuit dernière en votant pour des candidats républicains. C'était les élections de mi-mandat et le parti du président a plutôt bien résisté en remportant des sièges au Sénat, même si la Chambre des représentants, elle, bascule côté démocrate. Un partout en somme, un pays divisé jusque dans ses institutions. Voilà ce qui ressort du scrutin. Avec nous pour en parler, Anne Desine, vous êtes professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Laurie Kenton, vous êtes maître de conférence à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, auteur de La fin du rêve américain. C'est paru chez Odile Jacob. Et puis Joseph Smallhoover, président des Democrats Abroad, ici France donc. Et puis avec nous en direct de Washington, Walid Pharez, professeur spécialiste de politique américaine au Moyen-Orient. Vous avez été conseiller de Donald Trump durant la campagne présidentielle. Walid Pharez, vu des États-Unis, quel est le principal enseignement que vous tirez, vous, de ces élections ? En fait, de l'extérieur, on pense que nous entrons dans une période très difficile, unique, qu'on n'avait jamais vue. En fait, on a vu cela. Il y a eu, durant les élections de 2010, une situation parallèle où, à ce moment-là, les républicains ont pu avoir la majorité dans la Chambre des représentants et le président Obama a dû faire face à cela, mais cela ne l'a pas empêché de continuer son mandat, d'exécuter certains de ses projets, pas tous ses projets. On peut le comparer un peu avec la cohabitation en France, enfin, une des formes de cohabitation. Donc, ça va être difficile, ça va être complexe, mais ça ne va pas être la fin du monde à Washington. À Washington, toujours, on retrouve Elisabeth Alain, l'envoyée spéciale de France 24 pour couvrir ces élections. Elisabeth, s'il fallait retenir un changement, les démocrates désormais majoritaires à la Chambre des représentants, les républicains perdent le contrôle d'une des chambres. Oui, effectivement, hein, les démocrates qui ont remporté leur pari, hein, les pronostiqueurs leur donnaient 6 chances sur 7 de remporter la chambre basse du Parlement. Eh bien, c'est chose faite et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont ravis. Ils attendaient beaucoup de ce scrutin, de ces midterms. Ils rêvaient, hein, pour beaucoup ici, puisque Washington, c'est un bastion démocrate, de pouvoir infliger une claque à Donald Trump. Alors, ce n'est pas le cas totalement, mais ils sont convaincus qu'ils vont pouvoir faire barrage dans les mois qui arrivent, pendant les 2 dernières années du mandat du président américain, qu'ils vont pouvoir élargir les commissions parlementaires, relancer les enquêtes russes notamment, aller fouiller aussi du côté des déclarations fiscales, hein, du chef de la Maison-Blanche, des démocrates déterminés à aller jusqu'au bout, qui feront entendre des voix nouvelles. Plusieurs profils atypiques, hein, feront leur arrivée le 3 janvier prochain ici derrière moi au Congrès. Des jeunes, des femmes, des élus ouvertement homosexuels qui ont donc été choisis par les Américains pour les représenter. Bref, en somme, des démocrates convaincus, même si la victoire n'est pas totale, qu'ils pourront faire bouger les choses dès demain. Anne Desine, que va changer la journée d'hier dans l'agenda législatif de la Maison-Blanche et des Républicains ? Alors, tout d'abord, bien que ce soit décevant que les démocrates n'aient pas repris le Sénat, c'est quand même une bonne nouvelle, soyons pompeux, pour la démocratie et pour les contre-pouvoirs. Parce que dans le système américain, le Congrès, les 2 chambres du Congrès ont certes un pouvoir législatif, mais aussi un pouvoir de contrôle, de surveillance, qu'on appelle oversight. Et donc, il est désormais possible, la correspondante en parlait, d'enquêter, mais pas simplement sur l'enquête rouge, aussi sur la façon dont les ministres se comportent, ceux qui ont des conflits d'intérêts, ceux qui sont sans doute coupables d'abus de biens publics, et puis la façon dont les agences fonctionnent, l'agence de protection de l'environnement, qui est devenue une agence de destruction de l'environnement, etc. Donc, quant à l'agenda législatif, alors, beaucoup d'entre nous ont écouté la conférence de presse, si on peut appeler ça une conférence de presse, du président, qui a insisté sur ses victoires. Il n'est pas question, comme Obama en 2010, de dire qu'il a pris une claque, pas du tout. C'est une victoire fantastique au Sénat, et même à la Chambre, c'est fantastique, parce que finalement, ils n'ont pas perdu tellement. Et qu'en plus, ceux qui ont perdu sont ceux qui n'ont pas demandé son soutien, donc tant pis pour eux, et d'ailleurs, il les nomme. Exactement, il les nomme et il leur dit « too bad ». C'est assez ahurissant. Alors, là, il y a 2 hypothèses. Il fait semblant de dire, voilà, Nancy Pelosi, qui sera sans doute leader du côté de la majorité démocrate,
a parlé de bipartisan, donc les deux partis se mettant d'accord pour l'infrastructure, abaisser le prix des médicaments, peut-être une augmentation du salaire minimum, et il dit pourquoi pas. Mais quand ensuite un journaliste lui a posé la question, oui, mais s'il commence à enquêter sur vous, là c'est fini, je ne fais plus d'offres, ce sera combat contre combat, si on m'attaque, j'attaquerai. Donc là, toutes les options sont ouvertes, et l'idée que des lois puissent adopter devient une hypothèse assez farfelue. On va entendre justement ce que disait Donald Trump, c'était il y a environ 1 heure à la Maison-Blanche, vous l'avez suivi d'ailleurs en direct sur notre antenne, le président américain qui s'attribue le succès de cette campagne, notamment auprès des candidats qu'il est venu soutenir. C'est vrai qu'il n'a pas vraiment ménagé sa peine. Écoutez Donald Trump. Nous avons tenu de nombreux meetings de campagne et il y avait beaucoup de monde. De ce que je sais, nous n'avions jamais de siège vide. Les candidats que j'ai soutenus ont eu d'énormes succès la nuit dernière. Par exemple, sur les 11 candidats avec qui nous avons fait campagne cette dernière semaine, 9 ont gagné la nuit dernière. Joseph Smallhoover des Democrats Abroad. Donald Trump a évité par sa présence à son parti la déconvenue qu'avaient dû subir les démocrates d'Obama en 2010. Pardonnez-moi, c'est un peu provoquant, mais on s'en souvient, la vague des Tea Party à l'époque qui avait littéralement balayé la majorité démocrate. Oui. Mais c'est très compliqué. Ce personnage est tellement clivant que je pense que lui-même était un Tea Party en lui tout seul, en certaine sorte. Mais nous n'avons pas perdu, malgré ce qu'il peut dire, ce président, qui d'ailleurs, on sait très bien, qui raconte n'importe quoi. Souvent, nous avons, le Parti démocrate a gagné haut les mains les deux chambres, on a gagné dans la Chambre des représentants, et étant donné qu'il y avait 35 sièges au Sénat qui étaient un tiers du Sénat à risque, et dont 26 étaient des démocrates, et sur les 26, 10 qui étaient dans les États où lui, il avait gagné de 10%, de plus que 10% il y a 2 ans, on aurait pu imaginer qu'on allait perdre, qu'on n'ait gagné que 16 et pas 26 ou 27. Nous avons gagné ces élections-là, et en plus, beaucoup plus important, dans un certain sens, aussi les gouverneurs. Personne n'en parle, mais les gouverneurs sont extrêmement puissants. Alors, ce n'est pas le cas, par exemple, en Floride, où beaucoup de... Mais Floride n'est pas encore terminé. Beaucoup avaient fondé leurs espoirs sur Andrew Gillum, qui, à l'heure qu'il est battu quand même. Non, ce n'est pas terminé. Il va y avoir un recount. En Géorgie, il va y avoir un recount. D'autant plus qu'il y a eu voter suppression, c'est-à-dire que ce sont 2 États dans lesquels les républicains sautent aux mains et ont fait en sorte qu'un certain nombre de dizaines de milliers, peut-être centaines de milliers d'électeurs ne puissent pas voter. En Floride, par exemple, les anciens condamnés ne peuvent pas voter. Ça arrange considérablement les républicains, car ces anciens condamnés sont en grande majorité des Africains-Américains, des Hispaniques. Reste un sursaut quand même très notable, Laurie Kenton, du taux de participation. On est passé de 84 millions de suffrages exprimés en 2014 à 114 millions de suffrages. C'est quand même assez considérable. On avait pensé que cette surmobilisation était celle d'électeurs démocrates désireux d'exprimer leur mécontentement envers Donald Trump, d'électeurs centristes aussi anxieux. Et puis finalement, on assiste à ce qu'on avait déjà vu d'ailleurs en 2002 ou en 2004, c'est-à-dire une très forte mobilisation aussi des milieux conservateurs. Et oui, c'est une forme de contre-mobilisation. Et on l'a vu sur la carte, on va revoir la carte des États-Unis, elle est quand même très nettement rouge, cette carte de la Chambre des représentants. Alors, il ne faut pas s'y tromper, il y a énormément de campagnes, et on voit les bastions des villes, et souvent les plus peuplés et les plus denses, en bleu, ce qui donne une apparence assez trompeuse à cette carte. Oui, parce que ce qu'on voit en rouge, il y a beaucoup d'endroits qui sont vides, alors que les endroits où il y a une très forte densité, ça fait des tout petits points bleus, mais avec tout de suite beaucoup de monde. Oui, on a deux mobilisations qui se répondent. On a une mobilisation des gens qui détestent Trump, et donc Trump, paradoxalement, a fait du bien à la démocratie parce qu'il a fait voter des tas de gens qui ne votent pas d'habitude les midterms. Tout le monde s'en fiche d'habitude. C'est la première fois qu'il y a eu une telle agitation médiatique pour des midterms. Généralement, ça fait un entrefilet aux informations et puis c'est tout. Là, il y a quand même une agitation médiatique, mais également une participation qui est renforcée des anti-Trump,
mais aussi des pro-Trump, parce qu'il a agité beaucoup un certain nombre de chiffons rouges, mais ses soutiens, voyant qu'il y avait une mobilisation contre lui, ont voulu limiter les dégâts, ce qu'ils ont réussi à faire à un certain nombre d'endroits. Pas partout, mais il y a un certain nombre d'endroits où il y a eu une limitation de la casse qui fait que votre titre de match nul est plutôt correct, je pense. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette image-là. Moi, je suis d'accord et je dirais plus loin. Je pense que c'est un bon match nul pour les deux camps avant le match retour. Quitte à 2020, la métaphore footballistique, ça peut être même le but à l'extérieur qui compte pour le match retour de 2020. Parce que ne nous y trompons pas. Aujourd'hui, 2020 commence. Oui. Ce que nous expliquait quand même Joseph Smallhover à l'instant, c'est quand on regarde dans le détail la carte, on se rend compte que beaucoup de sièges de démocrates qui étaient menacés par la victoire de Donald Trump à la présidentielle ont été sauvés. C'est donc on est revenu finalement sur un territoire beaucoup plus démocrate qu'il ne l'a été en 2016 ? Je suis peut-être un peu plus nuancé et j'ajouterai quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut revenir un peu avant. Quand on voit un certain nombre de sièges de sénateurs qui étaient démocrates et que les démocrates ont perdu, ce sont des sièges que les démocrates ont gagnés en 2012 contre des candidats républicains qui étaient particulièrement clivants, qui venaient du Tea Party, qui avaient gagné en fait sur la droite à la primaire et qui finalement avaient moins de chances à l'élection. Donc c'est pour ça que dans l'Indiana ou dans le Missouri, un certain nombre de démocrates sont passés en 2012. Donc ce qu'on a avec le retour des républicains dans ces États-là, c'est plus un retour au statu quo d'avant 2012, et donc une forme de retour à la normale dans des États qui sont quand même assez rouges. Walid Pharres, sur des projets très précis, on pense à la réforme du système de santé, le fameux Obamacare, les baisse d'impôts supplémentaires aussi que réclament les classes moyennes et populaires, le fameux mur à la frontière avec le Mexique. Sur tous ces textes-là, d'une certaine manière, Donald Trump peut dire bye bye, on n'en parlera plus jusqu'en 2020 avec une Chambre des représentants démocrate. Tout dépend de la position stratégique du leadership du Parti démocrate. Est-ce qu'ils veulent faire un combat pour paralyser l'administration en vue de faire un combat plus grand dans 2 ans pour le combat de la présidence, ou bien veulent-ils arriver à des consensus avec le président pour pouvoir arriver à des entendements, des accords en ce qui concerne les sujets les plus réclamés par la population, que ce soit de droite ou de gauche, y compris l'infrastructure d'un côté, l'émigration, les questions de la frontière, et bien sûr les questions du coverage médical, de l'assurance médicale. Il me semble maintenant qu'il y a un va-et-vient entre le président et le leadership du Parti démocrate, qui lui-même doit décider sur qui va le représenter. Est-ce que ça va être la représentante de la Californie ou le représentant de New York, pour faire des nuances ici. Aussi, il va y avoir des changements à l'intérieur du Parti républicain. Je pense qu'on va arriver à une situation où le Parti démocrate, ceux qui ont gagné la bataille dans la Chambre des représentants, va aller un peu plus vers la gauche. Et le Parti républicain va aller un peu plus vers Trump, donc vers la droite. Et cela n'est pas un bon signe, parce que les 2 années à venir pourraient très bien aller ou bien du côté d'un combat qui ne va pas aboutir à un consensus, ou bien il y aura des consensus très limités, très sectionnels en ce qui concerne les questions qui sont très importantes pour les citoyens américains. Je ne pense pas qu'il va y avoir des accords sur les questions internationales. Ça, c'est bien clair. L'accord avec l'Iran, il va être combattu politiquement par la Chambre des représentants, le retrait de cet accord, et d'autres questions très relatives. Donc, on va attendre les semaines à venir pour voir vraiment quelles seront les décisions des 2 côtés. Walid Pharres, les traités sont ratifiés par le Congrès, en théorie, ce qui donne un pouvoir important par le Sénat uniquement, ce qui conserve donc le pouvoir côté républicain. Là-dessus, les démocrates n'auront pas leur mot à dire. Ça veut dire, par exemple, qu'il n'y aura pas de retour vers l'accord de Paris, comme l'a souhaité, par exemple, Ségolène Royal aujourd'hui. Oui, mais il y a autre chose. Il y a quand même le pouvoir de la bourse du côté de la Chambre des représentants. Ils peuvent faire beaucoup de pression et ils ne peuvent pas l'imposer juridiquement, mais ils peuvent imposer leur volonté politique. Enfin, le président pourrait négocier avec eux. Mais je pense que le temps est trop court. D'ici jusqu'à janvier, il doit faire une décision des 2 côtés de leadership. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils veulent s'entendre sur beaucoup de choses ou bien ils vont commencer la bataille présidentielle dès 2019?
Alors on va écouter justement ce que dit Donald Trump, qui tend la main aux démocrates, qui proposent d'ores et déjà de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Écoutez. Maintenant, nous nous engageons sur un chemin plus facile, car les démocrates vont venir nous voir avec des projets sur les infrastructures, le système de santé ou d'autres projets, et nous allons négocier. Et comme vous le savez, c'est difficile au Sénat, car nous avons besoin de 10 voix des démocrates. Et nous n'avons pas ces votes, car les démocrates sont solidaires entre eux. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de leur politique, mais je salue leur loyauté. On va, Joseph Smallhover, vers un grand marchandage au Capitole? Oui, certainement, mais avant ça, nous allons essayer de passer des réformes institutionnelles très importantes. Par exemple, nous allons essayer de restaurer le Voting Rights Act. C'était une loi qui a été votée dans les années 60 pour protéger notamment les électeurs les plus faibles, et notamment dans les pays du Sud, mais pas exclusivement, là où il y avait une histoire de discrimination. Cette loi a été en moitié abrogée par une décision de la Cour suprême. Nous allons essayer de le restaurer, ça, parce que c'est très important pour garder la démocratie. Nous allons aussi passer certaines règles à l'intérieur, tout simplement, de la Chambre des représentants concernant les conflits d'intérêts. Par exemple, aujourd'hui, sous les Républicains, un membre de la Chambre peut aussi siéger sur des conseils d'administration de sociétés cotées. Nous allons supprimer ça parce que pour nous, c'est un conflit d'intérêts. Nous allons aussi essayer de faire d'autres petits... Ça n'a pas forcément le sens du compromis avec la Maison-Blanche. Non, ça c'est autre chose. Mais nous allons aussi essayer de faire plusieurs choses concernant la transparence et adresser des problèmes de corruption. Nous allons certainement aussi parler d'une partie de la Constitution qui interdit le président de toucher de l'argent des pays étrangers pendant qu'il est en fonction. Ça s'appelle the Emoluments Clause, et là on va certainement... En fait, vous arrivez avec des chiffons rouges plus qu'avec des propositions de compromis quand même. Un programme de réforme qui arriveront dans la première mois. Et derrière, et là le président a raison, nous allons parler d'infrastructure parce que c'est absolument nécessaire. Nous allons parler de la santé. On va pas... beaucoup de démocrates voudraient restaurer, faire une chose un peu comme single payer, un peu comme en France. Mais même Barack Obama n'a pas réussi à imposer. N'a pas réussi, mais on ne va pas essayer de le faire. On va faire des retouches pour améliorer à nouveau ce qu'ils ont dans les 2 années. Ils ont assez détruit. Nous allons aussi faire d'autres choses. Et là, ce sera les compromis. Mais d'abord, ce sont les réformes. On va en parler dans un instant. On va marquer une courte pause. C'est déjà la fin de la première partie du débat. Et on vous retrouve Anne Désine dans un instant. Restez avec nous. On est toujours ensemble dans le débat de France 24 pour revenir donc sur ces élections de mi-mandat, avec toujours à mes côtés Anne Désine, professeur à l'université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, avec également Joseph Smallhover, président de Democrats Abroad ici en France. Laurie Kenton, vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, auteur de La fin du rêve américain, point d'interrogation, c'est paru chez Odile Jacob. Et puis toujours avec nous en duplex de Washington, Walid Phares, professeur spécialiste de politique américaine au Moyen-Orient et ancien conseiller de Donald Trump durant la dernière campagne présidentielle. Anne Désine, on revient un instant sur ce que disait donc Joseph Smallhover juste avant la pause. Et donc ce résultat qui, d'après vous, est en trompe-l'œil finalement plutôt favorable en réalité aux démocrates. Oui, j'aurais tendance à reprendre les mots d'Obama qui a dit « il ne faut pas regarder la victoire, mais comment nous avons gagné ». Et donc pour redire ce qu'a dit Joe, mais c'est très important, les démocrates ont remporté la Chambre malgré un découpage électoral qui nécessite qu'ils aient au plan national 10% de voix de plus que les républicains. Et effectivement, ils ont perdu des voix au Sénat, mais ils avaient davantage de sièges à défendre. Et 2020, en revanche, la carte sera favorable aux démocrates. Donc peut-être là... Pour quelle raison ? Parce que dans les 33 ou 35, ça dépend, sièges de sénateurs, vous savez, qui sont renouvelables tous les 2 ans. Cette année, il y avait beaucoup de sièges démocrates à défendre. Et en 2020, beaucoup de démocrates sortants, et ce sont beaucoup de républicains sortants en 2020. Et donc, l'autre chose importante, c'est que, mis à part les élections au Congrès, se sont déroulées des élections au niveau des États et au niveau des collectivités locales. Juste pour dire un exemple, on a beaucoup répété le fait qu'il y avait 257 femmes candidates pour le Sénat et la Chambre. Il y en avait plus de 3300. Donc ça montre qu'il y a vraiment beaucoup de postes qui sont en jeu. Tous les postes de
d'élus au niveau des États, dans les 50 États, et les postes de gouverneurs. Oui. Les postes de gouverneurs, pour le moment, étaient détenus en grande majorité par les républicains. Et là, les démocrates en ont remporté, je crois, 12 de mémoire, c'est ça ? En tout cas, et c'est très important parce qu'en 2020 va avoir lieu le recensement. Il y en a encore notamment en Floride, on le disait tout à l'heure, ou en Géorgie, qui font l'objet d'une contestation à l'heure qu'il est, mais c'est quand même une déception pour des démocrates qui s'attendaient à remporter ces États. Alors certes, il y a le Kansas, mais il y en a d'autres dans lesquels on n'atteint pas quand même les résultats attendus. Et puis ce sont des États pivots, c'est pas très bon pour 2020. Mais quand même, restons 2 secondes sur le fait qu'en 2020, il y a le recensement, et après le recensement, le découpage électoral. Plus les démocrates sont au pouvoir dans un nombre d'États, mieux ils pourront empêcher un découpage électoral partisan. Et le président Obama et son ministre de la Justice, Eric Holder, depuis 2 ans, travaillent justement un gros projet pour essayer de pousser dans les États des initiatives directes pour que ce découpage soit fait par des commissions indépendante, bipartisane. Parce que le découpage électoral aux États-Unis, c'est stratégique. Alors c'est stratégique dans beaucoup de pays, ça l'est aussi en France, mais particulièrement aux États-Unis. Oui, parce que c'est le parti qui a la majorité au moment T, c'est-à-dire après 2010, après le recensement, qui peut se livrer à son petit charcutage. Et par exemple, j'étais en Caroline du Nord, là, il y a encore 3 jours. En Caroline du Nord, il y a 13 élus. Les démocrates et les républicains se partagent à peu près 50-50. Les républicains avaient 10 sièges et les démocrates 3. Simplement parce que les circonscriptions ont une forme de salamandre ou de ce que vous voulez, et qu'on met les démocrates, les républicains là où il faut pour que ça fasse basculer le siège du bon côté. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a très peu d'élections qui sont compétitives, dans lesquelles un démocrate peut l'emporter dans une circonscription qui est tellement trafiquée. Donc c'est tout ceci qui est en jeu dans les réformes dont parle Joe au niveau fédéral, dans les référendums d'initiative directe dans les États, et peut-être pour l'avenir. Alors on évoquera l'avenir dans un instant, enfin l'avenir au plan politique. On va s'intéresser aussi aux réformes qui doivent intervenir. Parmi elles, bien sûr, on a entendu Donald Trump y revenir d'ailleurs à la question d'un journaliste qui l'a passablement agacé. Il y a eu la question de l'immigration, et puis il y a eu la question des soupçons de collusion entre sa campagne et la Russie. Écoutez ce qu'en dit Donald Trump de cette enquête. Vous savez, j'entends sans cesse parler d'enquête. Presque depuis le moment où j'ai annoncé ma candidature, ils ont commencé à me parler d'enquête. Ça fait longtemps, il ne s'est rien passé. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien. Ils peuvent jouer à ce jeu, mais nous savons mieux y jouer. Walid Pharres, va-t-on, on le dit maintenant on le répète depuis pratiquement une année, il a été interrogé d'ailleurs à ce sujet, Donald Trump à nouveau, il a dit qu'il pouvait le faire, va-t-on vers une destitution du procureur spécial Mueller dans cette affaire ? Est-ce qu'un Donald Trump désinhibé, non pas par la victoire comme il l'appelle, mais au moins par une non-défaite, peut être tenté de pousser son avantage ? Oui, bien sûr, il va tenter, mais ce qui va se passer, c'est qu'après les midterms en général, toute administration a un droit non seulement juridique, mais un droit moral et politique de réorganiser le gouvernement ou le cabinet. Donc je pense qu'ils vont essayer de remplacer le ministre de la Justice et donc Jeff Sessions. De se réorganiser, oui, Attorney General. Mais ce qui est important, c'est de voir surtout le soubassement de cette structure. Avant d'aller analyser les datas et les nombres, point de vue démocrate, point de vue républicain, ce qui va se passer maintenant, c'est que la Chambre des députés va pouvoir, elle a une majorité démocratique bien sûr, lancer beaucoup de législation, de projets de loi. Le problème, c'est que ces projets de loi, s'ils vont obtenir une majorité à la Chambre, vont passer par le Sénat. Puis il y a la signature du président qui attend à la Maison-Blanche. Donc, ce n'est pas aussi facile pour la majorité qui a été développée maintenant, prise par les démocrates dans la Chambre, de pouvoir faire des lois. Il doit y avoir un compromis, il doit y avoir des négociations. Deuxièmement, le président lui-même doit négocier avec cette majorité pour pouvoir arriver à des accords financiers immédiatement pour la vie normale des citoyens américains. Et en fin de compte, il me semble qu'avec le pouvoir qu'il a au Sénat, et je pense que c'est ce qu'il essayait d'intimer, de dire que c'était une victoire très grande, mais ce n'est pas une victoire nationale. C'est en fait sa possibilité maintenant d'avoir une forteresse politique et juridique qui est le Sénat, qui va le défendre contre les enquêtes. Il a déjà parlé hier, je pense, ou aujourd'hui, que s'il va y avoir des enquêtes, il pourra lui-même lancer des contre-enquêtes. Donc, il serait mieux de faire des négociations. Je pense que c'est ça l'équation qui se présente maintenant. Bien sûr, il y aura beaucoup de détails à discuter plus tard.
les démocrates, les représentants démocrates, Joseph Smallhover, veulent accélérer sur cette procédure. Ils vont lancer aussi d'autres enquêtes. Et bon, nous allons lancer beaucoup d'enquêtes, mais je ne pense pas qu'on voudrait lancer l'impeachment. Ça, c'est vraiment l'arme nucléaire. Nous ne voudrions pas le faire. L'arme nucléaire qui est aujourd'hui rendue inopérante par un Sénat républicain. Oui, mais peu importe. Le Parti républicain, quand il savait très bien qu'il ne pourrait pas gagner, l'ont fait contre Bill Clinton pour le simple fait d'avoir menti sur un acte sexuel. Parjure, Monica Lewinsky. Parjure parce qu'il avait menti sur le fait mais ça s'est retourné contre les républicains. Mais tout à fait. C'est pas une bonne idée que les démocrates le fassent. Je ne pense pas qu'on le fera. C'est la raison pour laquelle Nancy Pelosi écarte aujourd'hui cette possibilité. Elle n'est pas écartée. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump soutient Nancy Pelosi. Mais si le président essaie de destituer Mueller, là, vous allez avoir une réaction du Parti démocrate dans la Chambre des représentants absolument énorme. Ce sera une explosion de toute possibilité d'entente. Laurie Kenton, la procédure, la perspective d'une destitution désormais écartée. On a une certitude aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qu'on avait pu entendre dans les premiers mois de son mandat, Donald Trump est assuré de finir son mandat. Normalement, oui. Après, il peut toujours y avoir l'accident bête, mais... Mais parce qu'avec Trump, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, quoi. Donc il peut toujours se passer quelque chose. Mais au niveau juridique, oui, a priori, il va finir son mandat, ce qui est, ça ne présage de rien pour la suite s'il y a un deuxième mandat. D'autant plus que la victoire Rambo, surtout auprès des Républicains aujourd'hui. Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois ce qui présente comme une victoire que son camp, de toute façon, va prendre comme une victoire, que ce soit vrai ou pas. De toute façon, ils vont le croire et lui en donner crédit. Mais le fait d'être soumis à des attaques pendant 2 ans, ce qui va être le cas, ça va permettre de le victimiser. Et ça va permettre à toute la sphère médiatique républicaine de le victimiser. Et donc, ça peut lui être bénéfique dans la perspective de 2020. Parce qu'il va se présenter comme une victime de l'acharnement des démocrates qui préfèrent s'en prendre à Trump plutôt que de travailler au bien commun. On peut très bien imaginer qu'il va impacter la chose de cette façon-là. Sur les conflits d'intérêts, sur ses fameux impôts, sur son conflit fiscal. Là, il a encore dit que c'était trop compliqué pour en parler aux Américains. Et puis, c'est sujet à un audit. Donc, pas de communication possible. Sur tous les sujets. Et soit il se victimise, soit de toute façon, il crie à l'obstruction des démocrates qui bloquent tout ce que lui veut faire. Donc, de toute façon, il va y avoir à chaque fois une présentation de Trump comme la victime et des responsables comme tous les autres. Anne Désine, c'est vrai que la loi américaine l'empêche de communiquer sur ses déclarations au fisc ? Ah non, pas du tout. Non. Que sous audit, ça n'est pas possible ? Non, c'est ce qu'il avait dit pendant la campagne. Puis dès qu'il a été élu, il a dit, mais de toute façon, je suis élu, pas question que je communique. Et puis là, comme il est un petit peu dans ses derniers retranchements, il a ressorti l'alibi de, voilà, je suis sous audit, donc je ne peux pas. Mais rien ne l'empêche légalement. Et c'est pas une obligation légale non plus de communiquer, c'est une tradition. Oui, alors c'est une tradition. En revanche, comme les démocrates reprennent la majorité, ça veut dire qu'ils sont présidents des commissions. Et donc, le président de la commission, je pense que ça va être Ways and Means, va sans doute réclamer cette déclaration d'impôt. Alors, cela étant, les républicains... des voies et moyens, en français. Pardon, oui, des voies et moyens. Les républicains sont déjà en train de dire que les démocrates vont faire du harcèlement, harassment, et qu'ils vont aller trop loin, overreach, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train d'habiller toute l'action de surveillance, de contrôle qui fait partie du devoir constitutionnel du Congrès, comme ceci. Cela étant, il y a les indépendants. Le fait de jouer à la victime, ça marche très bien dans la base, les 35-40%, qui à chaque fois disent oui, Mueller s'acharne sur lui, etc. Mais dans les résultats, nous n'avons pas tous les résultats des sorties des unes, etc. Mais on voit bien que les indépendants en ont eu assez, et je crois qu'à plus de 2/3, ils ont voté pour les démocrates. Donc cette victimisation ne fonctionnera pas sur cette partie de la population. Ça veut dire qu'en 2020, peut-être, il ne pourra pas se faire réélire. Laurie Kenton. Ça, c'est exact. Mais ce qu'on voit aussi dans les sondages sortis des urnes que j'ai pu décortiquer pendant la journée, c'est que l'enquête russe n'est pas un facteur pour beaucoup de gens dans des États assez divers. Au Texas, dans l'Ohio, j'ai regardé des États clés comme l'Ohio et la Floride. L'enquête russe, ça n'entre pas en ligne de compte. Trump n'entrait pas en ligne de compte pour pas mal d'électeurs. C'est plus surprenant. Et en vote local, donc. Oui. C'est-à-dire que ça peut être plus, pas forcément local, mais des sujets comme la santé. Ça, c'est issues plus que la personne, en fait. Oui,
Et Trump, on aurait pu croire que c'était plus l'idée du référendum pro-Trump, anti-Trump. Il y a eu des questions, alors c'est assez inégal dans les sondages sortis des urnes, les questions ne sont pas toujours les mêmes, et donc on ne peut pas forcément comparer. Mais on voit qu'un certain nombre de gens ont voté pour le défendre, un certain nombre de gens ont voté pour l'attaquer, contre lui, mais il y a encore une majorité, d'un État à l'autre ça varie, qui ne vote pas en fonction de Trump, qui a voté sur d'autres sujets. Mais il y a 70% qui indiquent que le pays va dans la mauvaise direction. Oui, mais ça, c'était le cas déjà sous Barack Obama et sous George W. Bush. C'est assez ancien, en fait. Ouais, bon. Sur la question indésigne du pouvoir réel, il pourra toujours signer des décrets présidentiels comme le faisait Barack Obama avant lui. Il pourra toujours nommer aussi des juges fédéraux et donc peser de ce point de vue-là. Ça, c'est le grand danger, c'est-à-dire que pendant 2 ans, il va continuer à nommer des juges très conservateurs et comme McConnell avait bloqué les nominations sous Obama, il a un stock de 110 juges à nommer. Compte tenu de la vitesse à laquelle il procède, à la fin même du premier mandat, il aura sans doute nommé une centaine de juges conservateurs. Les décrets, c'est plus compliqué parce que il a tendance à dire « je peux tout faire par les décrets ». Ce n'est pas vrai. La Constitution prévoit que le Congrès dispose d'un certain nombre de pouvoirs et dans ce cas-là, ces questions, comme l'immigration, doivent faire l'objet d'une loi. Obama l'a bien vu. Il a essayé de découper un petit quelque chose pour les enfants qui étaient arrivés tout jeunes aux États-Unis, les fameux décrets DACA et leurs parents DAPA. Immédiatement, Trump a pu revenir en arrière. Donc le décret, c'est une arme partielle qui peut être détruite par le successeur et surtout qui peut être contestée en justice. Prenons l'exemple récent où M. Trump nous dit « oui, le droit du sol, c'est-à-dire acquérir la nationalité par la naissance, c'est une catastrophe. D'abord, nous sommes les seuls à le faire, ce qui n'est pas vrai, il y a une trentaine de pays, et je vais réformer ça par décret. » Alors ça viole soit la Constitution, soit, dans une hypothèse plus favorable, la loi. Il ne peut pas le faire. Et je crois que même avec l'orientation plus conservatrice des juridictions, si ça va devant le juge va dire « non, non, ce n'est pas possible ». C'est contraire au 14e amendement, ça, c'est assez oui, rapide. Voilà, je dis constitutionnel, mais certains disent que bon, il y a un petit peu de leeway dans le 14e amendement et ça pourrait être fait peut-être par une loi, mais en tout cas pas par décret. Ouais, un peu de marge de manœuvre. Donc Walid Pharres, il y a ce risque effectivement de voir le président s'engager dans des voies inconstitutionnelles, ce qui, pour les républicains qui sont souvent pour une interprétation très, très stricte de la Constitution et des textes, pourrait éventuellement poser un problème ? Oui, s'il va du côté des décrets qui vont poser des problèmes légaux, oui, mais il est bien conseillé par ses avocats, maintenant aussi par les experts de la Cour supérieure, Cour suprême. Je pense que nous n'allons pas voir des lois qui sont l'expression d'un consensus entre les démocrates et les républicains sur les questions fondamentales. Il va y avoir 2 ans de bataille politique. On va voir seulement des lois qui soient neutres. En ce qui concerne les décisions administratives, je pense qu'il va essayer de les utiliser exactement, ou même plus, que le président Obama, tout en sachant très bien que le président qui va venir après, et il pense qu'il va être ce président, pourra les changer. Sa stratégie serait de solutionner ces questions avec des décrets exécutifs, d'être réélu, et que la prochaine chambre, le prochain congrès, va revenir républicain. Et donc, il pourrait confirmer toutes ces décisions exécutives par des lois. Ce serait son plan, à mon avis. Vous nous décrivez, Walid Pharres, un pays menacé de paralysie, en fait, pendant 2 ans. Le gouvernement sera plus ou moins paralysé par cette bataille politique. Mais bien sûr, l'administration, la bureaucratie, tout cela va fonctionner. Et c'est pour cela que j'ai dit au début de ce panel, de ce débat, que les 2 côtés ont besoin, pour donner à leur base le minimum de la vie quotidienne, de pouvoir arriver à ces questions-là. C'est la même chose entre Obama et les républicains, quand l'équation était inversée. Même Trump, qui a beaucoup de haute vision sur son futur lui-même, il sait très bien qu'il ne pourra pas être réélu si la base populaire n'est pas contente, n'a pas ce dont elle a besoin pour la vie quotidienne. Face à cela, Joseph Smallhover, on a évoqué les projets effectivement des démocrates. Il y a aussi l'incarnation, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, dans ce système présidentiel, tout procède de l'élection présidentielle. Celle de 2020 sera particulièrement importante. Hier, malgré des sondages favorables, le candidat de l'aile gauche au poste de gouverneur en Floride, Andrew Gillum, a été, semble-t-il, battu. Il conteste, mais en tout cas reste que ce qui s'annonçait comme
dans la plupart des sondages, une victoire à 3 ou 4 points a été un résultat au mieux extrêmement serré pour lui. Battu également Stacey Abrams en Géorgie. Elle conteste là aussi, donc reste à attendre les résultats. Et puis, c'était plus prévisible pour lui, Beto O'Rourke, qui cherchait à déloger Ted Cruz comme sénateur du Texas. Ça donne quel... On va avoir le Texas dans un instant, me dit-on. Est-ce qu'on a le Texas ? On va aller rejoindre, pardonnez-moi tout de suite, Loïc Piala, qui est sur place au Texas, parce qu'il va nous parler de Beto O'Rourke, et puis on verra avec vous peut-être le panorama plus large pour les candidats démocrates. Donc Beto O'Rourke, c'était, il faut le rappeler, la star de la campagne, en tout cas vu de l'étranger, ça fait rire beaucoup ici à mes côtés, Laurie Kenton, mais il faut le dire, on a beaucoup parlé de Beto O'Rourke avec des accents qui ressemblaient un peu à ceux de Barack Obama, et puis surtout dans un État, il faut le dire, qui n'est pas une terre propice pour les démocrates. Loïc Piala, finalement, ça c'est fini comme on pouvait le prévoir finalement, parce qu'il s'apparente à une défaite face à Ted Cruz. Oui, mais finalement, on n'a jamais vu un perdant être aussi souvent être présenté comme un vainqueur, parce que cet écart de 3 points, environ 250 000 voix d'écart, c'est quasiment un exploit dans le Texas tel qu'il est configuré, notamment en termes de découpage électoral. 250 000 voix, c'est presque 3 fois moins que la moyenne en général sur les 2 précédents midterms entre les candidats républicains et les candidats démocrates. Il a vraiment réussi à mobiliser. Vous disiez que les médias étrangers avaient beaucoup parlé de lui. Eh bien, les médias américains aussi ont beaucoup parlé de lui. On a aussi vu Beyoncé ou LeBron James porter une casquette Beto. Il y avait vraiment cet effet rockstar. Il a entraîné cet effet d'espoir qu'on avait vu, vous l'avez mentionné, avec Barack Obama. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle éventuellement de lui pour 2020, parce que côté démocrate, on est quand même en manque de leader, on est en manque de sang frais. Et lui, O'Rourke, semble pouvoir souffler ce vent de fraîcheur. D'abord par sa capacité à lever des fonds. On le sait, c'est très important dans la politique américaine. 70 millions de dollars dans cette campagne sénatoriale du jamais vu. En plus, en utilisant seulement des petites donations, il a refusé les super PAC, comme on les appelle ici, ces organisations privées qui donnent de l'argent. Et puis, il a aussi cette manière de faire campagne moderne. Il s'est filmé avec un iPhone tout au long de ses étapes. Il était sur les réseaux sociaux très présent. On l'a vu faire du skateboard aussi. Toutes ces choses-là qui sont attirantes pour un certain l'électorat jeune qui vote un peu moins que l'électorat conservateur, en général plus âgé. Tout cela donne des espoirs aux démocrates, parce qu'encore une fois, il y a ce manque de leader. Un des noms qui est revenu souvent pour 2020, c'est celui de Joe Biden, l'ex-vice-président de Barack Obama, un vétéran de la politique. Peut-être que les démocrates ont besoin d'un autre profil pour battre quelqu'un comme Donald Trump en 2020. Merci Loïc Piala avec nous en direct donc de Houston. On va peut-être dire un mot quand même, Loïc, de cette élection. Alors au-delà de la personnalité de Beto O'Rourke, la vraie surprise quand même, c'est qu'un démocrate réussisse en terre texane, même s'il n'a pas complètement réussi son pari. Ça veut dire que cet État, il peut être en train de changer. On avait déjà vu finalement dans les sondages de 2016 qu'Hillary Clinton, alors ça ne s'est pas avéré le jour de l'élection, mais enfin faisait finalement relativement mieux que Barack Obama avant elle. Est-ce que cet État est en train progressivement d'évoluer, de se recentrer ? Tout à fait, c'est ce qu'on observe, parce que certes, Beto O'Rourke a perdu, mais je vous l'ai dit, d'une marge très très réduite. Et puis le Texas a envoyé 2 représentants démocrates de plus à Washington. Ils étaient 11 sur 36 représentants issus du Texas. Ils seront désormais 13. Il y a aussi les maires d'Austin où nous nous trouvons, les maires de Houston où nous nous trouvons, le maire d'Austin, le maire de Dallas, qui sont des démocrates. Il y a une base démocrate ici au Texas. Je vous l'ai dit, le découpage électoral favorise tout de même les candidats républicains. Il y a aussi une solide base républicaine. L'électorat républicain est plus loyal, il se rend plus régulièrement dans les urnes, mais avec la croissance de la population hispanique ici au Texas et dans d'autres États de l'Ouest, une population qui vote en général plutôt démocrate, les perspectives des conservateurs et des républicains ne sont pas forcément très encourageantes dans un futur proche. Certains pensaient que ça pourrait arriver dès 2018, ça n'a pas été le cas, mais encore une fois, les démocrates ont des raisons d'espérer pour les années à venir, pourquoi pas dès 2020 ou peut-être plus vraisemblablement pour 2022. Merci Loïc Piala avec nous en direct de Houston. Joseph Smallhover, quand on voit cela, vous êtes plutôt de l'espoir sur un candidat comme Beto O'Rourke. Est-ce qu'on imagine finalement un perdant en 2018 être candidat en 2020 ?
Oui, on peut imaginer plein de choses. Moi, je ne comprends pas cette fascination, pas seulement en France d'ailleurs, mais la fascination de déjà trouver le candidat, parce que ça va très vite aux pour États-Unis. l'élection présidentielle qui vont venir déjà. Mais les campagnes des primaires, en 2016, on parlait de qui allait être le candidat démocrate en 2020. Donc, regardez ce qui s'est passé dans le camp républicain en 2015 et 2016. Il y avait 17 candidats. 17. Ils ont mis des mois et des mois et des mois et des mois et des meetings pour trouver un candidat qui, finalement, en plus, ont remporté. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Il y a des gens qui sont connus. Il y a des gens... Joe Biden, Elizabeth Warren. Les gens qui sont connus, ce sont plutôt des gens âgés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là depuis très longtemps. C'est un peu comme en France. Je suis arrivé en France il y a 35 ans et pendant 33 ans, j'ai entendu exactement la même personne à la télévision et à la radio le matin. Avec l'arrivée, la vaguelette qu'il y a eu dans les élections présidentielles en France il y a quelques temps, tous ces noms dans la radio ont changé. Oui. Qui était d'ailleurs exceptionnel, on l'a suffisamment souligné pour la France. C'était bien temps. On va voir la même chose. Ces gens-là, ils vont peut-être vouloir se présenter, mais il y a des gens... Vous nous dites ni Joe Biden ni Elizabeth Warren ne seront les candidats pour représenter les démocrates en 2020. Il y a d'autres personnes qui vont aussi se présenter. Il risque d'y en avoir 20 ou 30, mais il y a des jeunes. Il y a 2 sénateurs qu'on a vus très en première ligne durant les auditions du juge Kavanaugh, Kamala Harris et Cory Booker. Mais il y en a d'autres. Il y en a une qui n'est pas candidate, mais qui serait très très bien, qui est Amy Klobuchar du Minnesota. Il y a tout un tas de gens. Donc vous pensez qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui de ressources au sein du Parti démocrate? Non, je pense que ce qui s'est passé là montre justement beaucoup de renouvellement, beaucoup de dynamisme, beaucoup de jeunesse. Alors peut-être un peu trop à gauche. Et la ligne politique, voilà, c'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on a vu Andrew Gillum, proche de Bernie Sanders, on a vu une candidate dont on a beaucoup parlé, il faut dire qu'elle est très jeune, Alexandria Ocasio-Cortez, qui a beaucoup fait parler à New York, mais sur la ligne de Bernie Sanders, est-ce que cette ligne-là est validée ou au contraire écartée? Parce que c'était ça aussi le verdict de ces élections. Quelle ligne pour le Parti démocrate? Ça va dépendre. Pour le moment, la ligne, elle va se définir dans ce qui va se passer à la Chambre. À la Chambre, il y a bien 2 blocs. Il y a les centristes, Nancy Pelosi qui pense qu'il faut faire attention et peut-être ne pas commencer des démarches de mise en accusation, sauf si quelque chose de gravissime se produit. Et puis, il y a l'aile gauche, avec tous les gens dont on vient de parler, qui, eux, veulent faire des enquêtes à tous azimuts, qui veulent démarrer une mise en accusation et qui veulent proposer des projets. Mais c'est pas mal, les projets sur le salaire minimum à $15, etc. Car si les démocrates n'ont pas de projet, ce sera très facile pour Trump et les républicains de dire, vous voyez, tout ce qu'ils savent faire, c'est me critiquer, faire des enquêtes, mais ils n'ont pas de programme. Donc c'est important qu'il y ait un programme à double détente, un sur le fonctionnement du système, avec l'inscription automatique sur les listes électorales, la transparence, la lutte contre les conflits d'intérêts, et deuxième volet du programme au fond, sur le fonctionnement de l'économie, réparer la loi santé, qui a effectivement bien été abîmée par les républicains, même si la Cour suprême s'est abstenue de la détruire à 3 reprises, il faut le noter, grâce à l'aide du Chief Justice. Et donc, sur tous ces fronts très importants, l'économie, la santé, l'infrastructure, les démocrates doivent dérouler un programme, sinon ils n'ont qu'une chance en 2020. Walid Pharres, qui, d'après vous, pour représenter les démocrates et surtout sur quelle ligne? Est-ce qu'aujourd'hui, on en sait un peu mieux sur la ligne qui peut permettre à un candidat démocrate de s'imposer face à Donald Trump en 2020? La division, à mon avis, n'est pas vraiment entre gauche et plus gauche. Je pense que c'est une division de génération. Les Américains connaissent les grands leaders traditionnels du Parti démocratique. Certains ont été nommés juste il y a quelques minutes. Mais il me semble que, comparé au phénomène Obama, qui est monté en 2004, et soudain, 4 ans après, il était devenu président de la République, il faudrait que l'opinion publique américaine qui penche vers le Parti démocrate entende ces voix nouvelles. Donc, ces 2-3 personnes qui ont été mentionnées vont être écoutées dans des débats de congrès, dans des grands speeches publics, et je pense qu'il y aura une grande tendance parmi les jeunes de les sélectionner au lieu d'aller du côté des anciens, des vétérans. Donc on va voir peut-être assez rapidement quand même, nécessité fait loi, des candidats émergés qui se mettent d'eux-mêmes en avant dans la perspective de 2020, Laurie Cannon. On voit déjà, il y a déjà des
candidats à la pré-candidature qui sont allés dans l'Iowa. Quand on va dans l'Iowa, c'est qu'on montre qu'on est tout à fait disposé. Oui, parce que c'est un État, il faut le dire, c'est le premier État, le caucus, qui déclenche la série des primaires. Et le fait d'aller s'y montrer, c'est plus qu'un signe. Et que certains des pré-candidats démocrates y soient allés avant les midterms, c'est encore plus un signe. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'autre raison d'aller dans l'Iowa que pour faire campagne? Quand on est démocrate de Californie, on va dans l'Iowa essentiellement pour cette raison-là. Merci beaucoup Laurie Kenton. Merci également à Joseph Smallhoover, à Anne Desine d'avoir été avec nous, ainsi qu'à Walid Fares qui était avec nous en duplex de Washington, Elisabeth Alain, notre envoyée spéciale également dans la capitale américaine, et Loïc Piala que l'on a retrouvé à Houston. Restez avec nous à suivre un nouveau journal sur France 24.